Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Le but premier des vidéos, vous le savez, c'est toujours de vous faire plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que la précédente vidéo a disparu, parce que elle ne faisait a priori plaisir à peu près personne, donc ce n'est pas la peine de la laisser. Quand vous êtes nombreux à me demander un objet, je fais toujours de mon mieux pour essayer de me le procurer. Et vous avez été nombreux notamment à me demander de tester la toute dernière console de chez JXD, la S192K. Mais j'ai eu beau demander au fabricant JXD, qui d'abord m'a dit oui, puis ensuite a cessé de répondre à mes mails. J'ai eu beau demander à Gearbest, Banggood et tous les sites que vous pouvez imaginer, Geekbuying, TomTop et compagnie. Personne n'a souhaité m'envoyer ce produit-là. Trop cher, pas suffisamment populaire selon eux, etc. etc. Bref. J'ai décidé de prendre le problème à l'envers. Si je ne peux pas me procurer une S192K, peut-être que je peux me procurer un produit suffisamment proche pour que ce test puisse avoir une répercussion sur celui d'une éventuelle S192K, justement. Par exemple, prendre une tablette qui ait une config similaire. La grande particularité de la S192K, c'est son processeur de chez Rockchip, le 3288, qui succède au 3188 qui lui équipait la 7800B de chez JXD, par exemple. Pas beaucoup de tablettes qui utilisent cette puce un peu particulière, mais celle qu'on va tester aujourd'hui, c'est le cas. Il s'agit de la FNF i5 Mini 4S, une tablette qui a l'avantage d'être donc équipée de ce fameux processeur et d'avoir des finitions exemplaires. Et tout ça pour même pas 100 balles. Qu'est-ce que vaut vraiment cette petite tablette et qu'est-ce que vaut vraiment ce Rockchip 3288? C'est parti pour le test. Bien, et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un, mais deux produits qu'on va tester, puisque je vais tester la tablette en elle-même et la coque officielle de cette fameuse tablette. Coque qui normalement est vendue séparément une petite dizaine d'euros, mais que normalement chez Gearbest, vous pouvez vous procurer gratuitement. Quand vous achetez la tablette, vous pouvez voir juste en dessous, il y a un lien qui permet d'avoir la coque pour 0 €. Si cette promo est terminée au moment où je fais cette vidéo, ce qui n'est pas impossible, j'essaierai de voir avec Gearbest pour me procurer un code de réduction, quelque chose pour que ce soit quand même avantageux pour vous, mes petits fans chéris. Alors ça, on va y revenir au moment où on déballera la tablette. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est ceci, la tablette en elle-même. Emballage noir assez classe, avec donc le produit vu de face et d'arrière, sur fond brillant, c'est assez chouette, c'est assez banal aussi en même temps comme présentation. Le petit logo qui fait vraiment penser à du Apple, i5 Mini 4S, et en plus de ça, quitte à copier quelque chose, vous auriez pu copier quelque chose d'un peu plus récent que le 4S, les mecs, enfin bon, bref. Numéro de série, QR code du fabricant, etc. Il y a même la hotline avec le numéro de téléphone marqué en gros, donc les mecs, ils n'ont pas peur. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à les appeler. Même s'il y a de grandes chances que vous ayez un chinois au bout du fil, ce qui risque d'être assez épique. La petite adresse à Shenzhen. Procédons tout de suite à l'unboxing, ça s'ouvre exactement comme un iPad. Hop, il y a de la mousse sur l'envers de la boîte, donc petit souci du détail appréciable. On tombe tout de suite sur la tablette dans un sachet en plastique. Une petite notice de démarrage rapide en anglais, avec les différents organes de la tablette, vraiment super basique. De l'autre côté, c'est imprimé en chinois. Ici, sous cette grande cale en carton, il n'y a absolument rien en fait, elle est juste là pour donner une forme à l'ensemble. C'est sous ce petit compartiment-ci, on va enlever la cale en mousse, c'est sous ce petit compartiment-ci qu'on trouve tous les câbles. Donc le câble de recharge en micro USB, c'est pas de l'USB type C. Câble plat, donc qui devrait s'en mêler un peu moins facilement qu'un câble standard, c'est bien. Et l'adaptateur de recharge, qui est au format européen, ça c'est bien. Et qui a l'air d'être plutôt qualitatif, ma foi. C'est pas le truc bateau qu'on voit un petit peu sur tous les produits chinois low cost. Donc ça c'est bien. Et ici, là-dedans, il n'y a absolument rien. C'est juste là pour les sbroufs. La tablette en elle-même est une tablette à écran 7,9 pouces, vraiment au format totalement identique à celle d'un iPad mini. Voilà, on va la sortir de son bel écran. Mais le design, lui, fait plus penser, alors non pas un iPhone 4S, comme pouvait le laisser supposer le nom du produit, mais plutôt un iPhone 5, puisqu'on a un arrière qui est tout en aluminium, à l'exception des zones en haut et en bas ici qui sont en verre. La façade avant, elle est en verre aussi. J'aime beaucoup le côté biseauté de la tranche, et c'est comme ça sur tout le contour. C'est original, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et c'est assez classe. Ça donne au produit un côté charpenté massif, d'avoir des angles francs à l'arrière. On est plus habitué à des courbes assez rabotées pour donner une impression de finesse. Mais le produit est quand même super joli. Tous les connecteurs sont situés sur le dessus. On a le micro, la prise jack, la prise micro USB pour la recharge donc et le transfert de données avec un PC,
et la fente pour la micro SD ici. Il n'y a pas de trappe ni rien, mais directement la fente, un peu à la façon d'une console de jeu, c'est intéressant, pourquoi pas. Le bouton power est sur le dessus, c'est assez inhabituel sur les tablettes, mais c'est comme ça ici, et les boutons volume ici. Au moins on n'appuiera pas sur le bouton power accidentellement en essayant d'appuyer sur volume, ce sera au moins ça l'avantage. Le numéro de série il a été gravé directement dans l'aluminium ici. C'est un très beau produit, hein, vraiment avec des finitions impeccables, c'est le genre de produit qu'on n'aurait pas envie d'abîmer. Et le mieux pour ne pas l'abîmer, bah, c'est d'avoir une coque justement. Je vais vous la montrer dans un instant. Alors qui dit beau produit dit forcément avoir envie de le protéger, de ne pas le rayer, l'esquinter, le cabosser, etc. FNF est sympa, ils ont déjà mis un protège-écran sur la tablette. D'ailleurs, je vais enlever la petite languette qui recouvre le film de finition. Hop, voilà. Donc ça c'est sympa parce que comme ça, bah, si on a quelques rayures, on pourra toujours défaire le protège-écran ici et se retrouver avec l'écran en verre en dessous nickel. Par contre, ils n'ont pas mis un deuxième protège-écran dans la boîte, hein. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, après tout, ils n'étaient même pas obligés déjà d'en préinstaller un. Il y en a au moins un, c'est déjà ça. Donc la boîte de la coque, bon, elle est vraiment toute bête, hein. Il n'y a rien, on retrouve les mêmes infos à l'arrière que sur la tablette. Voilà, puis c'est marqué PC Case, je sais pas pourquoi c'est marqué PC. Bon, en tout cas, c'est une sorte de copie de la Smart Case de chez Apple, hein. Voilà, on n'a pas besoin de se demander où le produit ici a trouvé son inspiration. Il doit y avoir une mousse, un truc qui cale dedans. Oh, chouette, du silica gel, je vais me régaler. Voilà, donc dessus gris anthracite, l'arrière est en plastique noir. Encore une fois, il y a ces espèces de lignes très marquées qui semblent un petit peu caractériser ce produit. Le trou pour l'appareil photo ici. Et j'imagine que ça doit être une smart case, c'est-à-dire qu'en fait, si je regarde bien, oui, ici il y a un aimant ici, néodymium, qui va venir activer un magnétomètre sur la tablette et lui permettre d'entrer ou de sortir de veille. On va voir si ça se clipse bien dedans, mais il n'y a pas de raison. Pas évident, hein, à cause des angles marqués de la tablette. Voilà, non, ça va. Ça se met quand même pas trop mal. Et, ah ouais, c'est plutôt joli, hein. On a un petit logo FNF qui a été embossé dans le PU ici sur le dessus. C'est un joli petit produit. Vraiment très classe. Ouais! Génial, ça marche. Donc ça c'est vraiment cool, hein, parce que évidemment c'est le gros intérêt d'avoir une tablette comme ça. Et ultime petit point qu'il faut vérifier avec cette tablette, si on peut s'en servir comme d'un socle pour tenir la tablette verticale, quand on est dans le train par exemple pour regarder un film, et ça marche. Voilà, on peut tout à fait faire tenir la tablette en repliant les éléments de la partie supérieure à l'arrière du produit, et ça lui permet d'avoir une espèce de petite béquille. Après, ça ne sera pas d'une stabilité remarquable, mais ça va, ça tient quand même à peu près bien. Bien, alors la tablette est animée par un Android pur, hein, version 6.1, ça c'est un petit peu dommage, ça aurait été quand même bien de mettre Nougat là-dessus. Bon, c'est un produit qui est sorti l'année dernière, hein, c'est peut-être pour ça. Je vous rappelle que j'ai choisi ce produit parce que c'était le seul que j'ai pu trouver facilement qui avait un Rockchip 3288. On va d'ailleurs s'empresser de faire un benchmark pour en tester les capacités. Notez qu'il n'y a aucun bloatware et aucun malware de préinstallé sur cet appareil, je m'en suis assuré. Pour vraiment aller au fin fond de la ROM, je l'ai routé pour aller voir s'il n'y avait pas des trucs un peu malveillants d'installer dans la ROM et tout ça, et je n'ai rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, de ceux qui sont connus à l'heure actuelle, je n'en ai trouvé aucun. Vous noterez aussi que la tablette n'a pas de bouton tactile sur le dessous, ce qui est un petit peu dommage, parce qu'on est toujours sur des bordures assez épaisses à la iPad, hein. Donc on se retrouve avec des boutons virtuels dans le bas de l'écran ici. C'est pas dramatique, mais voilà, sachez-le, pas de touche virtuelle dans la zone noire ici en bas, qui est donc un petit peu de l'espace perdu. Dans la zone du haut, on a l'appareil photo pour les selfies et les trucs comme Skype, mais en bas, tout ça ne sert pas à grand chose comme espace. Alors le benchmark CPU, bah il est pas si extraordinaire que ça, franchement, hein. On est sur 812 en single core et en 2000 en multicore, donc on est vraiment dans le bas du panier, hein. On est à peine au niveau d'un LG Nexus 5, on est en dessous d'un Galaxy S5, des téléphones qui ont quand même déjà quelques années. En multicore, c'est à peine mieux. On est quand même un bon cran cette fois-ci au-dessus du Nexus 5, hein, mais cette fois-ci on est quand même encore plus en dessous du Galaxy S5 hein, qui se trouve ici. Donc bah, cette puce en termes de puissance de calcul est pas extraordinaire, hein, c'est pas super génial. Si on regarde la puce graphique, là,
c'est peut-être un petit peu mieux, il faut reconnaître, hein, parce que le Galaxy S5 se situe ici, donc on est quand même au-dessus. Mais par contre, on est un bon cran en dessous du S6, hein, vous voyez l'écart qu'il y a. Donc on est à mi-chemin entre un S5 et un S6. Et ça commence à être des appareils qui ont quand même quelques années. Mais pour une tablette qui coûte 100 balles, j'ai rien à dire là-dessus. C'est cohérent, c'est parfaitement logique. Et c'est même plutôt pas mal au niveau 3D. Je pense qu'on va pas trop mal s'en sortir. Par contre, sur la JXD qui était vendue, qui est toujours vendue d'ailleurs dans les 250 balles, ça me paraît un peu léger. Alors certes, on a 2 fois moins de RAM sur cette tablette 2 Go que sur la JXD qui en a 4, mais je pense pas que ce soit ça qui fasse un énorme écart de perf. Sur la batterie, le logiciel affiche un score de 1505, ça ne veut pas vraiment dire grand chose, mais le temps de screen on, on peut le voir affiché, lui, il est annoncé à 3h32. C'est nul. Pour une tablette, c'est franchement pas terrible. Ça m'a semblé tellement peu qu'après j'ai décidé de chronométrer moi-même et j'ai tenu 1 heure de plus en chronométrant moi-même. C'est-à-dire en me servant la tablette et en chronométrant combien de temps elle mettait avant d'arriver vraiment en low bat. Et j'ai tenu 4h30. Une tablette devrait facilement avoir le double de ça. Et là, franchement, je trouve qu'avec l'autonomie de la batterie en particulier, FNF s'est un peu pris le tapis. Quand on a un usage modéré de sa tablette tout au long de la journée, on s'en rendra pas forcément compte de cette autonomie pas terrible. Mais par contre, quand on va commencer à avoir un usage vraiment soutenu, des fois on s'en sert et puis au bout d'une demi-heure, on regarde la batterie et il reste déjà plus que 60%. On se dit merde, c'est quand même descendu vachement vite, hein. Donc s'il y avait bien un reproche à faire à cette tablette, je pense que ça va être celui-là, celui de l'autonomie. Le test GPS de cette tablette est très étrange parce qu'il n'y a pas de puce GPS hein, dans le Rockchip 3288. Bon, sur les tablettes, c'est pas dramatique de ne pas avoir de GPS. Il y a des gens qui aiment bien servir leur tablette comme GPS, bah, il faudra en choisir une autre de tablette parce que celle-là, c'est pas possible. Par contre, chose vraiment bizarre, il y a bel et bien une boussole et qui marche très bien en plus, qui est vraiment pile poil dans le bon axe nord-sud et tout. Donc pourquoi mettre une boussole et pas de GPS? Alors là, s'il y a des gens dans les commentaires de la vidéo qui peuvent me dire à quoi ça peut bien servir, bah disons que si vous êtes positionné grâce au Wi-Fi sur Google Maps, eh bah, vous aurez aussi en plus l'orientation. Est-ce que c'est pour ça? Ouais. Un peu étrange quand même. Je sais pas, moi, quitte à mettre une boussole, autant aussi mettre la puce GPS, non? Un rapide coup d'œil à la liste des sensors disponibles sur cette tablette nous montre qu'on a bel et bien l'accéléromètre, la boussole et, bonne nouvelle, un gyroscope. Donc ça fera plaisir aux amateurs de jeux gaming, mais effectivement pas de puce GPS. Donc c'est un peu con parce que par exemple les gens qui jouent à Pokémon Go, sans le GPS, ça sert à rien d'avoir un gyroscope. Mais j'imagine que les gens qui jouent à des jeux qui ont besoin de gyroscope, mais pas de Google Maps, pourront se contenter d'une tablette comme ça. Allez, voyons maintenant la lecture de vidéos HD d'abord en Full HD 60 fps. On va monter le son. Mettre à fond, comme ça on va tester le son en même temps. L'écran est vraiment très beau, hein. Vraiment magnifique. Bien contrasté, beau rendu des couleurs. Je crois que c'est une dalle de chez Sharp et ça se voit, hein. Le son sort bien, fort et clair, sans distorsion, sans grésillement ou choses comme ça. Donc pour le moment, c'est du tout bon. On va passer à de la 4K maintenant. Je serre un peu les fesses. Ici, on est sur de la 4K à 30 fps. Ça passe plutôt pas mal. Ah, il y a quelques drops de framerate, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, non ça passe pas. Ça passe pas, là j'ai frisé. Ah, ça a reparti, mais j'ai loupé tout un morceau de la vidéo. Dès qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à l'écran, en 4K ça marche pas. Et là je suis que en 30 fps, donc c'est même pas la peine de tester en 60 fps. Donc finalement cette puce de chez Rockchip, au niveau multimédia, sera limitée à de la Full HD, hein. L'appareil photo de cette tablette s'en sort franchement pas si mal, on va pas être de mauvaise foi. Évidemment, c'est très loin en dessous de la qualité qu'on est habitué à voir sur un smartphone, mais j'ai trouvé que pour un appareil photo de tablette, cette tablette
pas cher s'en sortait plutôt pas mal. C'est un peu sombre en extérieur, c'est limite mieux en intérieur, c'est assez bizarre. On a notamment des blancs qui restent bien blancs et qui virent pas vers le jaune comme sur certains appareils photo vraiment ultra bas de gamme. Donc un appareil photo qui fera le taf, on va dire. Pour faire de la vidéo conf, quelques petits selfies, ça peut faire la blague. Bon allez, assez parlé des choses sérieuses, passons à ce qui compte vraiment, les jeux, bon sang, les jeux vidéo. Est-ce qu'on peut jouer confortablement sur ce RK 3288, puisqu'après tout c'est une puce qui a l'air de se retrouver sur pas mal de tablettes gaming? Eh ben c'est ce qu'on va voir, on va commencer avec Skyforce 2014, qui est un jeu qui est quand même assez complexe, il y a pas mal d'éléments en 2D, 3D qui se mélangent, et c'est parfaitement fluide, donc on va dire que ça commence plutôt bien. Putain, l'écran il est vraiment super beau, hein. Il est peut-être un peu sombre, hein, on n'arrive pas à le monter super haut en luminosité, là je suis pas tout à fait à fond, mais presque. Voilà, je vais me mettre à fond pour bien vous montrer, voilà. Ça reste parfaitement lisible, hein, mais disons qu'en plein soleil, en plein jour, ça risque d'être un peu limite. Je pense que c'est plutôt une tablette qui est taillée pour la maison que pour barouder avec, hein. Sur Oddworld The New and Tasty, qui est certainement à l'heure actuelle l'un des jeux, peut-être même le jeu le plus demandeur sur le Play Store, c'est un peu lent, on va pas se mentir. Là, on voit que le tableau derrière est bien lisible, hein, donc on a quand même les graphismes assez hauts. Mais c'est un peu lent. Mais c'est parfaitement jouable néanmoins. On peut pas toujours en dire autant de certains smartphones, par exemple, low cost. Là, ça tourne quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe quand on joue avec le niveau des graphismes. Ouais, là, c'est juste plus possible, quoi. Ça rame à fond. Donc je comprends pas trop pourquoi JXD est allé mettre cette puce graphique dans leur JXD S192K, parce que, bon ok, j'ai 2 fois moins de RAM ici que sur leurs produits à eux, mais clairement on est trop juste, quoi. C'est pas une puce qui est taillée pour le gaming de produits comme ça à 250 balles. Dans une tablette à 100 balles, moi je suis pas choqué, ça me convient très bien, mais là, je me pose des questions quand même. Le pad analogique est ton instrument de déplacement. Alors on va jouer à Little Big Planet, parce que ce serait pas pertinent de mettre Tomb Raider Anniversary sur un tel produit, hein. Je pense que on a bien compris maintenant, hein, qu'on n'était pas sur du old perf. Mais Little Big Planet passe fluide, nickel. Donc bon, c'est quand même une puce graphique qui a des capacités. Mais de là à aller l'intégrer dans un produit à 250 €, non, clairement pas. Là, sur une tablette comme ça, à 100 €, ouais, c'est bien. Ça, là, on est sur une config qui est bien équilibrée. Et bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Cette tablette mise sur d'excellentes finitions et sur le processeur RK 3288 qui l'équipe. C'est plutôt un pari réussi, hein, pour une tablette à moins de 100 €. Les finitions sont vraiment impeccables, tout marche bien. On a même un gyroscope et une boussole. Il manque le GPS, certes, mais on est vraiment pas loin du sans faute. Le produit aurait presque pu avoir 5 étoiles en disant voilà, à 100 balles, c'est juste nickel, quoi. Mais il y a un problème. Un problème qui, selon moi, plombe tout sur ce produit, c'est l'autonomie. Elle est juste beaucoup trop faible. Rien qu'en me servant une vingtaine de minutes du produit, je suis passé de 97% de batterie à 85%. Ça descend trop vite. Une tablette, c'est quelque chose qu'on a envie d'utiliser sans ménagement tout au long de la journée. Et là, pour tous ceux qui auront plus qu'une utilisation modérée de leur produit, ce sera difficile de tenir la journée, hein, vraiment. Donc là, je suis obligé d'être sévère, parce que l'autonomie sur une tablette, c'est quelque chose d'important. Souvenez-vous que le premier iPad, quand Steve Jobs l'a présenté, il avait bien insisté sur le fait qu'il avait une autonomie de 10 heures. Et c'était un des énormes points forts des tablettes à l'époque. C'était d'avoir une autonomie 5 fois plus grosse que les PC portables. Donc c'est quelque chose qu'on attend toujours au tournant d'une tablette. Une tablette se doit d'avoir une bonne autonomie. Et celle-là, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment un défaut majeur. J'enlève une étoile et demie, carrément, rien que pour ça. Et une demi-étoile pour l'absence du GPS. Pour moi, ce produit mérite la note de 3 sur 5. Ça reste une excellente tablette, hein, avec vraiment un rapport qualité-prix excellent. Mais l'autonomie, c'est vraiment, pour moi, les pieds pris dans le tapis. Ça mérite vraiment de perdre une étoile et demie. Donc 3 étoiles, c'est clairement la note pour moi
que mérite cette tablette. Elle est quand même sympa, je vais me la garder pour mon usage personnel. Moi, j'ai pas besoin d'une tablette tout au long de la journée. Et puis c'est vrai que maintenant, nos smartphones tiennent plus longtemps en termes de batterie et ont des écrans plus grands, donc on est un peu moins souvent sur nos tablettes. Elle me conviendra, elle me suffira pour moi, mais je pense que pour tous les gens qui veulent une tablette avec une forte autonomie, il faudra plutôt aller voir ailleurs. Et bien voilà, c'était le test de cette petite tablette tactile de chez FNF. Un excellentissime produit avec des performances tout à fait raisonnables pour un prix vraiment super serré, mais complètement gâché par une autonomie aux fraises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!